tous d'être venus aussi nombreux rencontrer Louise Apton. Je veux dire simplement 2 mots sur nos éditions. Chèvrefeuille étoilée donc, est une maison d'édition qui existe à Montpellier depuis 21 ans. Et ici, vous avez Edith, qui est avec moi, qui s'occupe de la bourse, c'est important. Vous avez Anouk, qui est la permanente, qui s'occupe de tout ce qui est communication. Une stagiaire, Agathe, et on a même une de nos autrices, et un bouquet de fleurs qui rentre. Voilà. Radia qui est là. Aïe. Très bien. Et le bouquet de fleurs qui est là. Et vous, est là. Je vous en prie. Donc, ton maman est là? Oui, je le vois pas. Il est juste ici. Oh, donc on peut commencer. Oui, lui, je l'ai vu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous existons depuis 21 ans, nous ne sommes pas toutes jeunes, et pour la première fois, nous publions le livre d'une jeune fille. Et c'est donc, je vais m'asseoir, une aventure, une nouvelle aventure pour nous, de travailler avec des jeunes aussi, comme Anouk et Agathe, ça nous porte énormément, ça nous donne envie d'aller plus loin. Et la rencontre avec Louise a été une rencontre, je dois le dire, exceptionnelle. Nous nous sommes rencontrés pour, au début, elle nous a envoyé un texte pour la revue qui est, tu peux m'en donner une s'il te plaît, qui est aussi ici, notre revue Étoile d'An, qui est un thème, la thématique était l'imprévisible, et elle nous a envoyé un poème, bon, comme beaucoup de personnes. Et en envoyant son poème, elle a envoyé un petit CV, et j'ai vu aussi qu'elle faisait des peintures. Donc, ma première réaction a été de dire, est-ce qu'on peut se rencontrer, savoir ce qu'elle peignait. Et je n'avais pas sélectionné encore d'artiste, parce qu'à chaque numéro, on rencontre une artiste, on fait un entretien. Donc, pour moi, c'était l'évidence que Louise devait être l'artiste de ce numéro. Donc, à l'intérieur, vous avez des peintures qui sont aussi exposées, si vous allez après, ou si certains les ont déjà vus, dans la grande salle au fond, et vous en avez d'autres qui sont dedans, et un entretien avec moi, mais à ce moment-là, je suis Marie-Noël Arras, je ne suis pas présentée, mais à ce moment-là, c'est vraiment sur les peintures de Louise, uniquement. Aujourd'hui, on est là, le numéro est là, c'est très intéressant ce qu'elle nous raconte, mais aujourd'hui, on est là pour un autre sujet, dont elle m'a parlé au cours de notre premier entretien. J'écris aussi des livres. Ah. Voilà, une personne qui a 17 ans, peint, écrit, sculpte aussi. Bon, ça ne peut que éveiller la curiosité, évidemment. Donc, elle nous a envoyé son livre. Sincèrement, la science-fiction, c'est pas notre... on n'a jamais publié science-fiction à la maison d'édition. Et pourtant, j'ai lu le livre en 2 soirs à peu près. Vraiment, il m'a plu. On est toutes rentrées dedans. On a toutes eu envie de le publier. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que c'est un double événement pour nous. Donc ce livre s'appelle La librairie. La librairie du Point d'Arrêt. Voilà. Il est ici en avant-première. Il sort le 20 de ce mois. Et elle sera sur la Comédie du Livre en signature chez Soramps. Et elle rencontrera aussi, je vais dire tout de suite si on n'a pas le temps, elle rencontrera aussi des jeunes dans le cadre de l'espace jeunesse organisé par le rectorat. Donc c'est le samedi à 11h30, espace jeunesse Jean de Bernard, où en fait elle sera aux côtés de René Frémy, le primat, et d'élèves, de jeunes auteurs. Ils vont évoquer justement comment quand on est jeune, on rentre en écriture. Voilà. Donc, je voulais dire qu'une fois que j'ai été séduite par lui, il faut bien le dire, on a décidé de rentrer dans cette écriture. Et ma première question, je lui ai déjà posée, mais que je lui pose pour vous, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à écrire, Louise? Alors, quand j'étais enfant, j'ai toujours adoré la littérature, j'ai adoré tout ce qui est... Appuie sur le bouton. Faut que tu sois près du... Est-ce que là... Ah, super, merci. Donc, je disais, quand j'étais enfant,
mes parents m'ont toujours poussée à la lecture. C'est quelque chose que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Le domaine de l'imaginaire, c'était vraiment quelque chose qui me sauvait d'une solitude qui était très présente, notamment à l'école. Et c'est grâce à cette lecture que j'ai commencé à me dire, parce que j'étais très, très capricieuse quand enfin, je me disais non, j'aime pas cette fin, je vais écrire une autre fin. Alors du coup, je me mettais à voir les romans que j'avais aimés, et j'imaginais et j'écrivais une fin différente, ou alors j'imaginais un univers alternatif où ça s'était passé. Par exemple, si l'histoire se passait en 2045, j'imaginais qu'elle se passerait en 1700. Et c'est un petit peu comme ça que m'est venue toute cette envie d'écrire un jour mes propres histoires. Et j'ai su que je voulais être écrivaine à mes 9 ans. Très bien. Donc là, tu as déjà écrit un premier livre qui s'appelle Arnold. Oui. Qui est un livre qui n'est pas un livre de science-fiction. Non, c'est un roman de détective, un roman policier pour la jeunesse. Donc, ouais. Voilà. Et cette fois-ci, ton second roman s'appelle La librairie du coin de la rue. Tu peux nous dire pourquoi ce titre? Alors, ce titre, parce que il est question beaucoup de lecture, de culture, mais surtout ce titre, parce qu'à Montpellier, il y a une femme dans la rue qui vend des livres à même le sol. Et cette image m'a toujours parlé, parce que pour moi, elle était un petit peu comme une déesse de la culture qui transmettait sa culture jusqu'au bout, quoi, jusqu'à dans la rue. Et du coup, cette librairie du coin de la rue, c'était elle, et c'est de là que m'est venu le titre du roman. Très bien, d'accord. On peut dire de ce roman, la science-fiction, on peut dire que c'est une dystopie? Oui, on peut dire que c'est une dystopie, on peut aussi l'appeler roman d'anticipation. Il y a beaucoup de noms. Il se passe en quelle année? En 2112. En 2112, d'accord. Moi, ça m'a fait penser aussi un peu à Fahrenheit 451, puisqu'il y a ce problème de la lecture, on brûle les livres. Oui. Dans ton roman, on ne brûle pas les livres, mais ils sont quasi disparus. Oui, parce que la lecture, à force de devenir une sorte de passe-temps secondaire, a été perdue et est devenu un savoir qui est devenu tabou dans le roman. Et ce savoir tabou, notamment les enfants ne lisent plus. Les enfants ont tous accès à la technologie dès le berceau. C'est vraiment quelque chose. La lecture, ça ne veut plus rien dire. D'ailleurs, plus rien n'est écrit. Et donc, à partir de ce moment-là, la lecture, ça devient complètement oublié. Et finalement, je me suis dit que l'oubli, c'était peut-être encore plus puissant que les femmes. Je vais vous lire le début du prologue qui vient justement du propos que Louise a introduit avec ce titre. Victor Hugo disait « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. Ainsi, je me demande un peu plus tous les jours, les gens sont-ils si maigres qu'ils ne peuvent plus vivre? Je les regarde déambuler depuis la vitrine de mon magasin vide, tous pressés, quelque chose à la main. Ils n'ont plus que leur tablette, mais jamais un livre. Jamais. Je pense être le dernier libraire de Paris. Que dis-je? Du monde entier. Les bibliothèques, physiques ou virtuelles, ont toutes fermé il y a quelque temps déjà. Les médiathèques, faute de fréquentation, ont été démolies et transformées en fast-food ou en distributeurs de vêtements. Le taux d'analphabétisme a augmenté de 35% depuis les années 2020. Et même avec les sites éducatifs, rares sont les enfants qui apprennent encore à lire. Il y a une semaine, un énorme camion blanc immaculé s'est garé devant ma librairie. 3 hommes en sont sortis. Ils m'ont dit que si je ne payais pas ce que je devais à l'État,
il serait obligé de saisir mon commerce, ainsi que le petit appartement au-dessus où je réside seule à ce jour. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. La vérité est tout autre. Un projet de loi visant à interdire la diffusion de livres va aboutir. Je serai bientôt dans l'illégalité. Pour ne pas avoir de problème, j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Je leur ai donc répondu que je ne pourrais pas payer, étant donné l'immense faillite littéraire à laquelle je devais faire face. Les trois hommes se sont regardés, amusés, et m'ont donné un ultimatum de quelques jours. Voilà, donc c'est le début du prologue qui annonce ce qui se passe, où on en est au niveau de la lecture. Maintenant, ce livre n'est pas seulement un livre sur la lecture. À côté du héros dont tu parles dans le prologue, ce héros donc, qui s'appelle... Sébastien. Non, d'abord... Pardon, Eric. Eric Munet, qui est donc le libraire. À côté de lui, il y a un autre héros qui est un petit garçon. Sébastien. Sébastien, cette fois. Et au début du livre, donc, ils vont se lier d'amitié. Alors, ce que je peux dire, c'est que le livre commence par des choses assez... Enfin, la force de l'écriture et la force des faits vont vraiment progressivement dans l'écriture de... On en parlera plus à la fin, de savoir comment est le processus d'écriture. Et donc, au début, c'est, je dirais, presque gentil. Oui, tout à fait. Il y a une force, comme une boule de neige un petit peu dans ce roman, qui au début, c'est un flocon. Et il a un flocon quand même assez terni par la réalité de ce monde de 2112, et qui au final engendre une vraie boule de neige qui engendre à son tour une avalanche, disons. Veux-tu qu'on lise le passage où Sébastien rencontre Eric? Oui, tout à fait. Tu fais Sébastien? Oui. Tu peux me redire la page? Très organisé. Ok. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'était un livre. Eric Munet avait gardé un livre. Des livres. Ce qui lui était bien sûr interdit. Donc on comprend qu'Eric Munet se retrouve dans la rue, il est devenu SDF, comme on dit, et normalement, il aurait dû partir de sa librairie sans prendre aucun livre. Il n'avait su s'en défaire. Et lorsque les trois hommes avaient vidé sa boutique, il avait discrètement sauvé quelques ouvrages de sa réserve. Parmi eux, celui qu'il tenait maintenant dans ses mains, la Bible. Il en tournait les pages jusqu'à tomber sur celle qui l'intéressait, le psaume 21. Il pria alors, ne faisant plus attention à ce qu'il se passait autour de lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rue. Un vélo dirigé par un androïde le percuta. La machine ne regarda même pas l'homme qu'elle avait fait tomber et continua d'avancer dans les rues bruyantes avec pour seul but, livré à manger dans les délais. Lorsqu'Éric se redressa sur ses genoux, il se rendit compte que le livre qu'il tenait quelques instants plus tôt lui avait glissé des mains. Il chercha autour de lui. Rien. Plus rien. Il prit sa tête entre ses mains et manqua de fondre en larmes, se raccrochant au peu de dignité qui lui restait. « Monsieur, c'est bien un livre, ça ?» Le sans-écran releva la tête jusqu'à apercevoir une figure trouble en face de lui. Les larmes qui lui étaient montées aux yeux l'empêchaient de voir correctement. « Qui êtes-vous? Que me voulez-vous » ? ?»« Rien. Je vous demandais juste si ceci était bien un vrai livre. » L'ex-libraire essuya ses larmes. Il se rendit compte que son interlocuteur n'était autre qu'un petit garçon et qu'il tenait dans sa main droite le livre sacré.
Ce petit garçon, qui devait avoir une douzaine d'années, le regardait avec ses 2 yeux noirs espiègles et pleins de vie. « Tu m'as fait peur, petit. »« Oui, c'est bien un vrai livre. » Le garçon s'accroupit pour être à la même hauteur que le vieil homme. « Et quel livre est-ce? Je ne l'ai jamais lu, celui-ci. »« Tu lis? » ?»« Oui, mon père me laisse lire les livres de sa bibliothèque. J'adore la lecture, mais trouver de nouveaux livres est devenu impossible, malheureusement. » L'enfant redressa le béret qu'il portait sur ses cheveux brun clair afin de poser son doigt sur la tranche de l'ouvrage. « La Bible, dit-il. Qu'est-ce que c'est? » Il tendit le livre à son propriétaire. « Tu ne sais pas ce qu'est la Bible? »« Non. »« Es-tu chrétien? »« Oui, monsieur. Enfin, je crois. »« Et tu n'as jamais lu ou même entendu parler de la Bible? » ?»« Mon père ne l'a pas dans ses étagères et ne m'en a jamais parlé. Mon assistant connecté ne m'en a pas non plus appris l'existence. » Éric Munet observait le garçon les yeux écarquillés. Il ne croyait pas ce qu'il entendait. Comment pouvait-on parvenir à un tel degré d'ignorance? Cela le dépassait. « Comment t'appelles-tu? »« Sébastien. »« Eh bien, Sébastien, prends-la, lis-la et rapporte-moi un peu de nourriture en échange, s'il te plaît. » Le jeune garçon, à la voix fluette, sourit et fouilla la sacoche qu'il portait en bandoulière. « J'ai 2 brioches que j'ai volées dans la cuisine. Vous allez les adorer. Iris les a faites. » L'enfant mit la nourriture dans les mains tendues du sans-tablette et le salua d'un revers de la main. Il se retourna ensuite et se hâta de retourner chez lui. Quel garçon singulier, se dit Éric, avant de mettre une des énormes brioches dans sa bouche.